Dystopia. Un monde gagné pour la technique et perdu pour la liberté. Bernanos. Bonjour à tous et bienvenue dans cette troisième édition du Contre-Journal. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Aïssa de l'Axe de la Résistance. Aïssa est un fin connaisseur de l'Iran, de la Syrie, du Liban et du Yémen. Il suit aussi l'actualité en Afghanistan et l'actualité du conflit entre la Russie et l'Ukraine. Loin des expertises à 2 francs 6 sous des plateaux de télé, Aïssa a accepté pour nous de revenir sur le début du conflit syrien et d'analyser le début du conflit entre l'Ukraine et la Russie. Bonjour Aïssa, pourquoi avoir Bonjour. choisi, pourquoi avoir choisi le nom de Axe de la Résistance pour votre canal Telegram? Au nom de Dieu, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Tout simplement parce qu'il y a un certain moment, pas mal d'années maintenant, j'ai découvert que face à un projet que je trouvais vraiment hostile et qui représentait pour moi le mal absolu dans ce monde, à savoir le projet impérialiste de l'axe américano-sioniste, des gens s'étaient dressés pour résister et avaient formé, c'est eux qui ont appelé ça ainsi, hein, l'axe de la résistance, en arabe Mihwar al-Muqawama, c'est-à-dire qu'en fait, on a des formes de résistance assez concrètes, j'ai envie de dire même sur le plan militaire, à cette hégémonie américano-sioniste au Moyen-Orient. Et donc, comme je disais, on a des formes de résistance, et cette résistance s'incarne aussi par une profondeur stratégique, notamment via la Syrie de Bachar al-Assad, qui est finalement un des seuls États arabes, sinon le seul à avoir fourni des armes à la résistance palestinienne ou libanaise, et également la République islamique d'Iran, qui a été le véritable poumon, voire même le cerveau des résistances à l'hégémonie américaine ou à l'occupation sioniste au Moyen-Orient. Et donc, si vous voulez, ces différentes composantes qui finalement, dans laquelle on retrouve des gens de différentes religions ou de différentes confessions, et ben disons, ces différentes composantes ont pris forme, se sont unies autour de ce qu'on appelle l'axe de la résistance, ou la dimension de la résistance est ce qui a primé sur, par exemple, les dimensions confessionnelles, ethniques, et les différentes tentatives justement de diviser cette union à travers différents projets, notamment le projet Takfiri terroriste qu'on a pu voir avec Daesh. Voilà. Donc voilà en gros ce qu'est l'axe de la résistance, différents États, différents mouvements qui se sont unis autour de la résistance à l'axe américano-sioniste. Vous avez parlé dans votre réponse de la Syrie. Vous nous aviez accordé un entretien dans notre dystopia numéro 6 à propos des mensonges médiatiques au début du conflit syrien. Est-ce que vous pouvez revenir sur ces mensonges, sachant que la situation qui nous avait été présentée à l'époque, c'est des manifestants pacifiques qui se font tuer, qui se font massacrer par le dictateur Bachar al-Assad? Oui, effectivement. Alors, on avait parlé de manifestants pacifiques. On pourrait même revenir un tout petit peu avant, à savoir qu'avant même les manifestations, les Syriens, selon la version officielle, auraient souffert d'une répression quasi quotidienne depuis des décennies, et que la goutte d'eau qui aurait fait déborder le vase, selon cette version médiatique officielle, aurait été l'arrestation de quelques enfants qui auraient été torturés, déjà sans aucune raison valable, et qui en plus auraient été torturés sauvagement. Leur famille aurait été complètement humiliée, et on a certains médias qui sont allés jusqu'à nous dire que ces enfants avaient été tués en prison. Or, selon certaines versions, du coup, c'est ça qui aurait poussé les premières manifestations, les premiers manifestants à sortir en Syrie. Or, c'est une version qui est complètement fausse sur différents points, mais notamment les dates qu'on a données dans différents médias. Je m'étais un peu pris du temps pour expliciter un peu le propos, si vous voulez, sur les dates. Moi, j'ai trouvé par exemple 6 versions différentes dans les premiers articles qui en parlaient, sur les lieux
de cette affaire, on avait 4 versions différentes. Sur le nombre d'adolescents concernés, on avait 6 versions différentes dans les médias. Sur les âges des adolescents, on avait 5 versions différentes. Sur la date d'incarcération, 10 versions différentes. Et comme je vous dis, la chose la plus grave, c'est d'avoir accusé l'armée, enfin pas l'armée, mais la police syrienne d'avoir tué un certain nombre d'enfants sur la télé française, hein, pour être clair. Et en fait, il n'y en a aucun qui est décédé lors de cette détention. Et d'ailleurs, les noms des enfants qui étaient censés avoir été assassinés par la police syrienne selon ce reportage, même les noms n'existaient pas. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun enfant de ce nom-là qui a été arrêté dans cette affaire. Donc, c'est vous dire à quel point on avait exagéré, mais en partie inventé cette affaire qui se basait sur quelques éléments réels, mais qui, en fin de compte, était une exploitation de petits faits divers. Ça a eu lieu à plusieurs reprises, là c'est qu'un exemple parmi d'autres, une exploitation et une surexposition médiatique de petits faits divers pour créer véritablement ce qu'on pouvait appeler une forme de coup d'État en soutenant des groupes extrêmement violents, sectaires, et qui, vous l'imaginez, vous le savez peut-être d'ailleurs mieux que moi, ont fait beaucoup de mal à la Syrie, à son peuple, et à son État aussi, à son armée, et de manière générale, du coup, à cette nation et sa souveraineté. Si le conflit n'a pas débuté par les manifestations réprimées dans le sang par Bachar el-Assad, alors que s'est-il réellement passé au début du conflit? Alors déjà, il faut savoir qu'on a clairement incité les Syriens à sortir dans la rue et à se rebeller contre leur gouvernement, ce qui avait assez mal marché. Il faut savoir que du coup, dans le contexte des printemps arabes, on avait des groupes Facebook qui s'étaient créés dans plusieurs pays, d'ailleurs, ce n'était pas qu'en Syrie. Ces groupes n'avaient absolument aucune existence, j'ai envie de dire même sur le plan cybermédiatique, c'est-à-dire qu'ils n'avaient que quelques centaines de followers. Et ce n'est pas avec ça qu'on fait une révolution, hein, vous en êtes bien conscient. Et du coup, ils avaient été totalement promus sur des chaînes comme Al Jazeera ou Al Arabiya, alors qu'ils venaient juste d'être créés. Hein. Ils n'avaient aucune raison d'être détectés par des journalistes, normalement, si ça ne faisait pas partie d'un projet organisé, on va dire, avant même que ces groupes n'existent. Et donc, ils ont été promus sur des chaînes comme Al Arabiya, comme Al Jazeera, mais aussi sur des chaînes occidentales, je ne me rappelle plus, c'était CNN ou BBC. Donc, ça avait effectivement fait gonfler un petit peu le rang des followers, mais on n'était pas à quelque chose d'énorme, on était dans l'ordre de quelques milliers. Et encore une fois, même avec ça, ce n'est pas avec ça qu'on peut faire une révolution. Et donc, durant les premières semaines et les premiers mois, on avait des appels à manifester qui n'ont absolument pas été suivis par le peuple syrien sur le terrain, jusqu'à ce que malheureusement, on crée des drames comme on avait pu en voir avant, en voir avant ça au Venezuela au début des années 2000, où on a fait sortir des gens dans la rue qui criaient qu'ils étaient pacifiques, 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 jusqu'à ce qu'il y ait des tirs qui aient pris pour cible certains manifestants. Et aujourd'hui, plus de 10 ans après, hein, ça va faire 11 ans là, dans quelques jours, on ne sait toujours pas quelle était la source de ces tirs avec certitude. Mais évidemment, très très vite, la machine médiatique s'est mise en place et a prétendu que c'était l'armée syrienne qui avait tiré sur ces manifestants, alors que, je le rappelle, on n'a absolument aucune preuve de cette version. Et à partir de là, c'était plus facile, on va dire, d'exploiter la colère déjà des gens qui étaient présents dans ces manifestations, mais aussi, on va dire, de leur voisinage, de leurs amis, finalement, bon, clairement, de manipuler certaines foules. Mais malgré toute cette machination, il faut bien se rendre compte que durant les premiers mois, les grandes manifestations qu'on pouvait voir en Syrie, c'était des marches de soutien à Bachar el-Assad qui ont regroupé, je sais que ça peut faire bizarre et que des gens pourraient ne pas me croire, mais c'est absolument vérifiable sur Internet. Ce sont des manifestations qui ont regroupé des centaines de milliers de personnes, alors que je mets au défi quiconque de m'amener une manifestation durant les premières semaines contre Bachar el-Assad qui a regroupé ne serait-ce que 10 000 personnes, vous n'en trouverez pas. Je n'en ai jamais vu jusqu'à maintenant. On avait simplement des manifestations de quelques centaines de personnes. Parfois, c'était même des images assez, qu'on peut dire, clairement manipulées parce que, par exemple, ils se mettaient à la sortie des mosquées le vendredi où, naturellement, on a 1000, 2000 personnes qui sortent de la mosquée, mais pas parce qu'ils sont venus manifester, tout simplement parce qu'ils sont venus prier de manière hebdomadaire.
Et donc, on avait des gens qui filmaient cette sortie massive de gens, et on avait du coup quelques dizaines de personnes qui étaient là pour les manifestations et qui criaient Allahu Akbar et que Bachar tombe ou je ne sais quoi. Et du coup, ça donnait un effet qu'on avait 2000 personnes qui étaient venues pour cet événement-là, alors qu'ils n'étaient absolument pas là pour ça. Du coup, on avait énormément de manipulations médiatiques de ce genre-là. Et je dirais que au niveau du rapport de force, ce qui s'est très vite passé, c'est que le gouvernement syrien et à sa tête Bachar al-Assad ont compris que sur le terrain, ces manifestants et ces manifestations n'avaient pas un très grand poids et que ça n'allait pas donner grand-chose, mais que le soutien médiatique et diplomatique dont ils bénéficiaient à l'international était quelque chose d'une ampleur assez énorme et qu'il fallait prendre cela en considération. Et du coup, pratiquement toutes les revendications, toutes les demandes qui étaient formulées dans les manifestations ont quasiment toutes été accordées par Bachar al-Assad dès les premières semaines ou les premiers mois. C'est-à-dire qu'il a fait toutes les concessions possibles et inimaginables. Il n'y en a qu'une à laquelle il n'a pas accédé, c'était de quitter le pouvoir et de démissionner. Puisque petit à petit, c'est ce qu'on lui a demandé de faire au fur et à mesure que les semaines ont passé. Mais à part ça, il a quasiment tout fait, y compris faire des amnisties générales où il a libéré des milliers, voire des dizaines de milliers de prisonniers, ce qu'on lui a plus tard reproché en disant qu'il avait libéré des extrémistes. Mais enfin bon, c'était les manifestants et les pressions diplomatiques des autres États qui lui demandaient au début. Du coup, il y a même des Syriens de son camp, entre guillemets, qui lui reprochent d'avoir été trop souple au début, ce qui contraste fortement avec l'image qu'on en a donnée dans les médias occidentaux, où on le présentait comme quelqu'un qui n'avait rien fait d'autre que tirer dans le tas, alors que concrètement, il a été ouvert au dialogue dès les premiers jours des manifestants et des manifestations et de la contestation. Alors ensuite, il y a une partie de la question qui est après effectivement l'évolution vers le militaire, mais peut-être qu'on pourra en parler après si vous le souhaitez. Oui, on va en parler après, mais juste avant, vous avez évoqué deux chaînes de télé, Al Jazeera, Al Arabiya, qui sont respectivement une chaîne qatari et une chaîne d'Arabie Saoudite. Donc, dès le départ, si j'ai bien compris, ce que vous voulez nous dire, c'est qu'il y a ingérence étrangère dans le conflit et dans les mouvements d'opposants à Bachar al-Assad. Ce qui est extrêmement clair, oui, c'est que déjà il y a une surmédiatisation de ces faits divers, entre guillemets. Après, oui, il y a une forme d'ingérence étrangère. Et en plus, elle s'est manifestée dans des cas encore bien plus, disons, bien plus prononcés, clairs et bien plus évidents. Là, on va dire c'est de la médiatisation. On peut toujours dire que de médiatiser, ce n'est pas forcément une ingérence étrangère, bien que ça se discuterait. Mais oui, il y a des cas d'ingérence étrangère qui sont encore plus importants, notamment le fait qu'il y a eu des importations d'armes depuis certains pays frontaliers, notamment le Liban, la Jordanie au début. Aussi et surtout, en fait, on avait des financements étrangers, notamment du département d'État américain, si je ne me trompe pas. Mais là, on remonte à des années en arrière. On remonte à l'époque de la révolution du Cèdre au Liban, 2005, où on avait du coup tout un courant, une alliance de partis politiques au Liban qui était anti-Syrie et pro-occidental et pro-saoudien, qui avait du coup milité et fait sortir des dizaines de milliers de personnes dans les rues pour sortir l'armée syrienne du Liban, l'armée syrienne qui était venue, je le rappelle, en fait, lors de l'invasion israélienne pour aider les Libanais et à la demande des Libanais. Mais du coup, on avait cette vague médiatique qui avait été déjà lancée contre la Syrie à partir de 2005. Et à partir de cette époque-là, on a des documents absolument officiels avec des aveux de personnes de l'opposition syrienne où effectivement ils étaient financés à hauteur de plusieurs millions de dollars de manière annuelle, je crois, pour créer des médias, pour financer des recherches dont le but est de critiquer la manière dont le gouvernement syrien gère le pays et également pour prendre en charge les familles de prisonniers. C'est-à-dire que si des gens se faisaient découvrir de ce qu'on peut appeler un complot, c'était clairement un complot vu que c'était caché et que ça visait à renverser un État,
c'était clairement un complot et que du coup, si certains étaient faits prisonniers, on leur assurait que leur famille serait prise en charge par ce, entre guillemets, fonds de pension ou ce financement-là. Donc effectivement, on avait des ingérences étrangères, mais qui dataient déjà de bien plus loin et qui venaient, oui, de bien plus loin que le mois de mars 2011. Dans ce cas, pourquoi les Occidentaux et les autres puissances du pays du Golfe voulaient en découdre avec Damas? On a plein de versions, c'est-à-dire là que selon un petit peu les parties qui ont été impliqués dans le conflit, puisque dans l'attaque, on a plusieurs parties. On a les pays occidentaux, des pays du Golfe, puis une mouvance un peu terroriste takfiri de type Al-Qaïda. Mais aussi, on a plusieurs parties ou plusieurs composantes dans la résistance en fait, syrienne. On a l'armée arabe syrienne, on a les défenses civiles, puis on a Hezbollah qui est venu, le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran, qui est venu aider. On a certaines milices palestiniennes sur certaines batailles précises et bien entendu l'armée de Russie. Alors tout le monde n'a pas exactement le même son de cloche sur l'analyse des objectifs, en fait, des causes finales qui ont motivé ce conflit à la base. Mais moi, de mon point de vue, de manière vraiment personnelle, je pense que l'objectif prioritaire était de mettre fin justement à ce qu'on appelle l'axe de la résistance, mais pour être un petit peu plus explicite, de mettre fin à Hezbollah au Liban, non pas en l'attaquant de front militairement, puisque c'est ce qui avait été tenté en 2006 et qui avait abouti à un échec cuisant de la part de l'armée sioniste lorsqu'ils ont essayé de rentrer au Liban. Ils ont pris la plus grande fessée de leur histoire. Mais du coup, ils ont essayé de casser cette résistance du Hezbollah en attaquant, on va dire, sa profondeur stratégique, à savoir le territoire syrien, à partir duquel il recevait son ravitaillement en armes et en financement et en beaucoup de choses d'ailleurs. Et du coup, en essayant de jouer sur la dimension ethno-confessionnelle, en essayant d'alimenter justement une haine chiite, sunnite. À mon avis, c'est ça qui a essentiellement motivé cette guerre. Mais on peut trouver d'autres raisons. Hein. Le fait que l'État syrien était un État assez souverain qui refusait le diktat américain sur plusieurs dossiers. Mais bon, c'est qu'une manière un petit peu plus générale d'expliquer ce que je viens de mentionner de manière un petit peu plus spécifique. Pourquoi la guerre en Syrie éclate à ce moment-là, en 2011? Et est-ce qu'on peut faire un lien avec les printemps arabes? 2011 déjà parce que ça correspond à la présidence de Barack Obama, qui a un courant spécifique de l'oligarchie américaine, qui n'est pas exactement le même, d'ailleurs pas du tout le même, que celui de George Bush. C'est-à-dire qu'il y a des constantes dans les objectifs de la politique étrangère américaine, qu'on parle de la gauche, de la droite, des globalistes ou des identitaires ou ce qu'on veut, il y a des constantes. C'est-à-dire que la Syrie a toujours été dans l'œil du viseur ou le cœur du viseur, la République islamique d'Iran aussi. Avec la Russie, on a des relations qui se rapprochent et qui se distendent selon les présidents. Mais en tout cas, les manières d'atteindre ces objectifs ne sont pas les mêmes lorsque c'est la gauche américaine ou lorsque c'est la droite. De manière générale, si on met de côté Trump, parce qu'il a représenté, à mon avis, une exception notable, dont on pourrait parler soit plus tard, soit une autre fois, mais lorsqu'on regarde les présidents de droite avant, c'était plutôt des présidents financés et appuyés par le lobby de l'armement et qui renvoyaient souvent l'ascenseur aux gens qui avaient financé leur campagne en menant directement des guerres via l'US Army, type en Irak. On avait vu avec Reagan aussi qui avait pendant quelques années mobilisé ses troupes au Liban. Voilà, on avait des politiques, Bush aussi en Afghanistan. Du coup, on avait des politiques d'engager l'armée américaine dans des conflits directement. Alors que sur les présidences de gauche, on avait une idéologie, on va dire, ou un plan plutôt mis en place par Brzezinski, qui lui vise à
comment on pourrait appeler ça, recruter des armées, notamment dans le milieu qu'on peut appeler Takfiri, l'idéologie Takfiri, dans laquelle qui a des relations avec les frères musulmans, etc. Donc, en gros, ce qui donne plus ou moins à la fin la force militaire d'Al-Qaïda sur différents terrains de conflit, notamment en Afghanistan dans les années 80, en Irak à partir de 2005 pour y amener une guerre civile, mais aussi et surtout en Syrie, là où on a vu l'apogée, on va dire, de l'utilisation de cette mouvance takfiri, c'était vraiment en Syrie à partir de 2011. Et du coup, premièrement, 2011, ça s'explique parce qu'on est sous la présidence Barack Obama et qu'on a du coup une tendance à favoriser l'utilisation de la mouvance takfiri plutôt que d'aller sur des terrains qui sont difficilement qu'on peut difficilement conquérir. Il y avait cette stratégie-là qui était mise en place. Donc ça, c'est la première chose qui pourra expliquer ce moment-là. Deuxième chose qu'il explique, c'est aussi qu'il y a eu un échec. Lorsque les Israéliens ont essayé d'aller au Liban, ils ont échoué, donc ils ont essayé de faire autrement. Et enfin, vous parliez du printemps arabe. Je ne pense pas que la guerre en Syrie soit une résultante du printemps arabe, mais au contraire, je pense que le printemps arabe était une manière de paver la voie vers la guerre en Syrie. C'est-à-dire que concrètement, les révolutions tunisiennes et égyptiennes, on peut s'en réjouir dans la mesure où Ben Ali et Hosni Moubarak en Égypte n'étaient pas vraiment des résistants et que c'était plutôt des valets serviles de l'empire américano-sioniste. Donc on n'a pas de raison de s'attrister, on va dire, de leur chute. Mais ceci étant, il faut bien comprendre que ces révolutions et ces renversements n'ont été possibles que parce qu'il y avait l'aval des Américains au-dessus, sans quoi, je vous prie de me croire, la révolution syrienne n'aurait pas réussi à sortir Ben Ali avec quelques dizaines de martyrs ou quelques centaines de martyrs. Ça aurait fini dans un vrai bain de sang et on n'en aurait jamais entendu parler dans les médias internationaux. Pareil pour l'Égypte. Donc je pense que c'était plus, ces printemps arabes, une manière de paver la voie, de donner, on va dire, de la confiance à tous les mouvements un peu issus ou satellites autour des frères musulmans qui avaient du coup là l'opportunité de prendre le pouvoir dans différents pays et que l'étape finale de ce projet, c'était bien la Syrie et que les autres, c'était ni plus ni moins pour moi qu'une préparation vers cette guerre en Syrie. D'ailleurs, on le voit avec l'étape vraiment intermédiaire qu'est la Libye, où on avait finalement 3 pays occidentaux, si je ne me trompe pas, à savoir la France, la Grande-Bretagne et les États-Unis, qui en gros bombardaient des objectifs qui étaient au sol, ensuite pris par l'infanterie d'Al-Qaïda. Donc moi je comprends la Libye comme un exercice grandeur nature sur ce qui devait normalement se produire après, quelques mois plus tard en Syrie, si jamais les Russes avaient laissé tomber Bachar al-Assad ou ne s'étaient pas impliqués comme ils l'avaient fait pour Kadhafi en Libye, on aurait dû avoir ce scénario-là. Mais disons que le Poutine qui a tapé du poing sur la table, plus assez rapidement l'intervention de Hezbollah et des gardiens de la révolution au bout de peut-être un an de conflit, ou même un peu moins, oui, même largement moins qu'un an de conflit, a fait qu'effectivement on va dire le déroulement sur le terrain n'a pas donné du tout les mêmes résultats qu'en Libye. Alors, petit aparté concernant le conflit en Libye, je conseille à tous nos éditeurs l'excellent Objectif Kadhafi de Patrick Mbeko et qui retrace l'intégralité des tentatives d'assassinat contre Kadhafi de la part des Américains. Dans votre réponse, vous avez parlé d'un petit État du Moyen-Orient, il me semble la seule démocratie officiellement au Moyen-Orient, le bien nommé Israël. Est-ce que vous pouvez nous indiquer le... Ça, ce n'est pas un État, c'est une mafia. Il faudra déjà, de mon point de vue, appeler ça par ce que c'est réellement. On nous présente ça comme un État. En vérité, c'est une mafia. Pas de souci. Alors, donc du coup, la mafia. On a vu le chef de la mafia de l'époque, Netanyahou, qui était au chevet
de terroristes dans des hôpitaux en Israël. C'est une image qui, pour le français lambda, est assez surprenante. Comment on peut expliquer que le Premier ministre israélien soit au chevet de personnes qui, normalement, nous dit-on, haïssent Israël et haïssent les Juifs en général? Oui, bah c'est vrai que la question est bien posée parce que c'est effectivement comme ça qu'on nous présente les choses. Et du coup, le spectateur lambda, le téléspectateur lambda se trouve normalement, s'il pousse la réflexion un peu loin, face à ce genre de paradoxe. Sauf que la question est bien posée de votre part, mais la situation est mal présentée par les médias. À savoir qu'en réalité, lorsqu'on s'intéresse de près, normalement, notamment lorsqu'on est arabophone, donc on peut avoir un petit peu plus de sources de terrain, on se rend compte que cette mouvance takfiri ne met absolument pas la mafia sioniste ou l'entité sioniste en haut dans la hiérarchie des entités ou des mouvements qu'elle déteste le plus. Il est très très clair que dans les années 60, 70, 80, leur hantise première, c'était l'URSS, les soviétiques, et suite à l'effondrement de l'Empire soviétique, leur hantise number one, c'est devenu la République islamique d'Iran et les chiites. Donc c'est assez bizarre parce qu'on se retrouve toujours avec une haine prioritaire qui est absolument calquée avec les intérêts de la politique étrangère américaine. Donc c'est effectivement assez bizarre. Mais oui, non, effectivement, pour ça, il faut comprendre à quel point ces gens sont véritablement motivés pour en découdre avec les chiites. Ça, c'est une évidence. Et puis après, il faut aussi comprendre, ça c'est peut-être parfois une faiblesse aussi du téléspectateur un petit peu lambda, qui croit qu'il n'y a que la dimension idéologique qui joue dans ce genre de conflit. Or, ce n'est pas tellement vérifiable sur le terrain. C'est-à-dire qu'une fois que ça commence à tirer à droite, à gauche, et que des gens se sentent menacés de manière, d'ailleurs, des fois ça peut être une illusion, ils se croient menacés alors qu'il n'y a pas de menace, mais en tout cas, une fois que des gens ressentent qu'ils sont menacés et qu'ils veulent se défendre, lorsque quelqu'un vient et livre des conteneurs de Kalachnikov, de RPG et de munitions, il est bien évident qu'ils s'en fichent un petit peu de savoir quelle est la provenance. Et c'est entre autres ce qui s'est passé dans le Golan syrien, où effectivement on a des groupes de la mouvance Takfiri qui ont officiellement été soutenus par l'entité sioniste et ce qui a été totalement revendiqué, y compris par leurs autorités militaires. On a le chef d'état-major qui a revendiqué avoir soutenu 15 groupes dans le Golan syrien. À propos du sentiment anti-chiite, je confirme vos propos, puisque dans mon pays d'origine, j'ai vu naître un sentiment anti-chiite diffusé par les médias saoudiens. Tout à fait. D'ailleurs, il faut mettre en avant justement cette propagande médiatique sectaire, entre guillemets, parce que, et encore une fois, faire voir dans quelle mesure elle est absolument contradictoire avec la réalité, parce que tant que l'Iran, qui est du coup le premier État chiite au monde, tant que l'Iran était dominé par un roi, une monarchie, notamment la monarchie des Pahlavis, qui était allié d'Israël, totalement soumis aux injonctions américaines et d'ailleurs protégé par les Américains avec des dizaines de milliers, et je vous prie de me croire, ce n'est pas une exagération, on avait des dizaines de milliers de conseillers américains dans le domaine militaire, culturel, économique, financier, industriel, qui géraient véritablement le pays, donc l'Iran. À cette époque-là, entre le roi d'Iran et le roi d'Arabie Saoudite, c'était l'amitié profonde, absolument aucune haine entre chiites et sunnites, et ce genre de problématique sectaire n'existait absolument pas dans le monde islamique. Or, à partir du moment où l'imam Khomeini est venu en prônant une révolution islamique qui a pris forme dans la rue, qui a renversé ce roi d'Iran, cette monarchie iranienne, et qu'il a mis du coup en place un système islamique qui a éjecté les sionistes, qui a pris en otage les diplomates américains et qui a changé l'ambassade de sionistes en l'offrant à l'OLP, donc de Yasser Arafat, le mouvement de libération palestinien de l'époque, qui a appuyé Hezbollah au Liban
et qui du coup a clairement appuyé tous les mouvements de libération militaire contre l'occupation sioniste, mais aussi plus tard contre les différentes formes d'occupation militaire des Américains dans la région. Très bizarrement, c'est à partir de ce moment-là que les Saoudiens ont commencé à devenir les chefs de file de la propagande anti-chiite télévisée, mais aussi à partir de livres, de l'exportation de livres clairement d'une idéologie takfiri, la mise en place d'un certain discours dans les mosquées. Et donc, encore une fois, nouvelle coïncidence, lorsque les intérêts israéliens sont menacés ou les intérêts américains sont menacés dans la région, on a les Saoudiens qui ont une haine de cette composante qui devient une menace. Donc, ça nous fait encore voir, malheureusement, qu'il y a une corrélation, excusez-moi, entre toute cette mouvance takfiri, que ça soit de pauvres ignorants qu'on sort de prison pour aller combattre et qui acceptent la mitraillette qu'on leur offre gentiment dans le Golan, ou des gens beaucoup plus au fait de ce qu'ils sont en train de faire, notamment les chefs des services de renseignement saoudiens. Il y a une corrélation absolument claire et évidente entre les intérêts de la politique étrangère américaine et ce à quoi servent les agents saoudiens ou alors les combattants de la mouvance takfiri sur le terrain, malheureusement. Alors, merci pour toutes ces informations sur la Syrie. Un conflit a éclaté entre la Russie et l'Ukraine le 24 février. Est-ce qu'on peut faire des rapprochements entre le conflit en Syrie et le conflit en Ukraine, ne serait-ce que par la propagande de guerre qui bat son plein? Bah, effectivement, il y a des liens dans la propagande, mais je pense qu'on pourrait même aller un petit peu plus loin que la propagande et revenir sur les raisons profondes de ce genre de conflit, puisque la Russie, dans plus d'un domaine, de manière générale, déjà avant de parler de la Russie, il faut comprendre que toute nation aujourd'hui dans le monde ou tout mouvement qui refuse les injonctions de Washington s'expose à ce genre de guerre, comme on a pu le voir en Syrie, comme on a pu le voir au Liban en 2006, comme on peut les voir à Gaza, comme on a pu le voir avec l'expansion de Daesh en Irak, et comme on le voit actuellement sur le dossier russo-ukrainien. Donc effectivement, déjà, un des points communs entre tous ces conflits, c'est effectivement qu'on a un front, entre guillemets, qui refuse les injonctions américano-sionistes et qui tient clairement à qui tient clairement à leur souveraineté. Donc ça, c'est déjà une première comparaison, un premier parallèle qu'on peut établir entre ces deux conflits. Et ensuite, en parlant de manière un petit peu plus précise et plus particulière de la Russie, il faut comprendre que aujourd'hui, clairement, la Russie ne représente pas le fer de lance de la résistance au bloc américano-sioniste. Clairement, ils ont des ambassades américaines, ils ont des ambassades sionistes sur leur territoire, il leur arrive d'avoir des visites en Israël et à vice-versa. Donc, on ne peut pas parler de fer de lance. Néanmoins, dans la profondeur stratégique et surtout du point de vue militaire, avant ce conflit russo-ukrainien, sur le plan militaire, il n'existait absolument pas de confrontation directe avec les Américains ou les Israéliens. Et jusqu'à aujourd'hui, d'ailleurs, c'est contre les Ukrainiens qu'ils combattent, pas contre l'armée américaine. Donc, on est dans une dimension différente de Hezbollah, par exemple, qui fait sauter des chars israéliens, ou du Hajj Jarbi, c'est-à-dire la mobilisation populaire en Irak, qui bombarde des bases américaines en Irak, ou même des gardiens de la révolution islamique qui ont bombardé une base américaine en Irak. On est dans des dimensions différentes. Ceci étant, on peut quand même lier toutes ces affaires dans le sens où ce fer de lance de la résistance, on voit que ce sont des pays ou des mouvements qui sont complètement acculés et assiégés, donc de manière militaire, entre guillemets, mais ça a complètement échoué à travers toutes les guerres que je viens d'énoncer. L'axe américano-sioniste a échoué face à cet axe de la résistance. La deuxième étape a été d'essayer de les isoler de manière économique, ou plutôt de les assiéger de manière économique en établissant des sanctions. Donc pour l'Iran, ce n'est pas neuf, ça fait 40 ans que ça dure. Mais par exemple, Trump avait instauré les sanctions César contre le Liban et la Syrie, qui asphyxient complètement le pays, en plus de leur voler leur pétrole aux Syriens
On les asphyxie totalement économiquement, et je vous prie de croire que sur le terrain, la vie n'est pas rose du tout. Du point de vue de la guerre, c'est à peu près résolu dans les grandes lignes aujourd'hui, mais économiquement, je vous prie de me croire, c'est très très dur, la vie d'un Syrien au quotidien. Et finalement, ce qui fait que tout cela ne s'effondre pas complètement quand même économiquement, c'est qu'on a la Russie dans la profondeur stratégique qui, sur le plan économique, est quand même un sacré débouché pour tous ces pays. Autrement dit, on a la République islamique d'Iran qui est assise sur des réserves phénoménales et colossales de pétrole et de gaz, qui devrait à peu près avoir le même niveau de vie que l'Arabie saoudite, si elle pouvait commercer avec le monde entier. Or, ce n'est pas le cas parce que les États-Unis empêchent l'Europe et toute une série d'États d'acheter du pétrole et du gaz à l'Iran depuis des décennies, sans quoi l'Iran serait bien plus riche qu'elle ne l'est actuellement. Et ce qui permet, entre autres, bien entendu, mais ça, c'est quand même un des facteurs les plus importants, ce qui permet d'éviter l'effondrement total économique en Iran, c'est notamment le fait que Vladimir Poutine ou que les Chinois refusent ces injonctions américaines, et eux disent, c'est pas à vous de décider à qui on achète du pétrole et du gaz. Donc ils ont un commerce tout à fait normal avec l'Iran. Donc, finalement, le fait d'attaquer ou d'avoir menacé, jusqu'à ce qu'il y ait cette réponse de Vladimir Poutine, le fait de menacer à ce point-là la Russie, ce n'est pas une autre affaire, c'est juste une extension de ce conflit dans d'autres directions et dans d'autres domaines, et aussi ils ont eu une réponse qu'ils n'attendaient peut-être pas de la part de Vladimir Poutine. Mais on est bien dans le même film, on est bien dans le même scénario, sauf qu'on est dans un autre épisode et qu'on a déplacé le focus d'un point de vue géographique. Mais il faut bien comprendre qu'on est face à la même histoire dans ce conflit russo-ukrainien. Et d'ailleurs, excusez-moi, juste pour terminer, les camps d'ailleurs sont exactement les mêmes, ils sont très très bien identifiés. Aujourd'hui, on a clairement, c'est même pas du tout caché, on demande aux gens, aux combattants de la révolution syrienne, c'est-à-dire, ça c'est la manière gentille de présenter les choses, mais ce qu'on appelle plus ou moins la mouvance liée à Al-Qaïda et qui est actuellement présente dans la zone du nord-ouest de la Syrie, à Idlib, clairement, on est en train de les déplacer vers l'Ukraine. De la même manière, ce sont tous les pays de l'OTAN et les monarchies qui se sont dressés contre Bachar al-Assad, qui se dressent aujourd'hui contre Vladimir Poutine. Donc on voit bien que les camps sont exactement les mêmes, les processus sont exactement les mêmes. On est en train d'amener des mercenaires du monde entier pour faire le sale boulot aux côtés de l'armée ukrainienne. Et face à ça, on a l'armée russe de Vladimir Poutine, et on a vu ces jours-ci qu'il vient d'ouvrir les portes à une mobilisation populaire internationale. Donc, qui sait, on pourrait peut-être même avoir des combattants de diverses nationalités qui ont combattu en Syrie qui se retrouveraient aux côtés de l'armée russe. Donc, on a déplacé le conflit, clairement. J'ai une dernière question qui porte sur l'axe de la résistance. Les événements actuels vont-ils renforcer ou affaiblir l'axe de la résistance? C'est assez difficile de se prononcer. Moi qui connais un petit peu ce sujet, j'ai du mal à me situer parce qu'il est difficile de savoir si l'armée russe aura besoin ou non des combattants de l'axe de la résistance, donc l'armement de certains Iraniens, certains Libanais, certains Syriens. Il est difficile de savoir s'ils auront vraiment besoin d'eux, s'ils y auront recours. Donc ça, je n'ai pas assez d'éléments aujourd'hui pour répondre clairement à cette question. Par contre, y a à mon avis, on peut, et d'ailleurs ce sera peut-être intéressant de, pourquoi pas conclure là-dessus, mais pas forcément, y a par contre une chose qui va apparemment changer dans le rapport de force entre l'axe de la résistance et ses ennemis. On a vu hier dans la nuit, là c'est tout frais, ça n'a même pas 24 heures, que les gardiens de la révolution islamique d'Iran ont frappé l'Irak avec des missiles balistiques, 10 missiles balistiques iraniens, et qu'ils ont rasé du coup un certain nombre d'infrastructures, et ils ont accusé, entre guillemets, ou plutôt ils ont revendiqué avoir détruit 2 centres du Mossad dans la zone kurde d'Irak. Ça a été extrêmement violent, je ne sais plus exactement combien
Il me semble qu'on a plusieurs dizaines de tonnes de charges explosives qui ont complètement du coup rasé ces infrastructures du Mossad. Les Américains ont revendiqué ne pas avoir de pertes, les Kurdes, les Irakiens aussi du coup, les infrastructures irakiennes liées aux Américains ont revendiqué n'avoir aucune perte, et le Mossad et les Israéliens sont totalement silencieux depuis hier. Les Iraniens ont revendiqué avoir tué plusieurs personnes dans ce bombardement. Et donc, on pouvait peut-être s'imaginer du côté de l'OTAN et de l'armée maudite des États-Unis maudits d'Amérique que ce déplacement du curseur vers le Caucase ou vers la frontière russe allait laisser un petit peu tranquille l'Iran, la résistance irakienne, la Syrie, et que du coup, bon, ils allaient prendre ça comme une accalmie et qu'ils s'en contenteraient très agréablement en se disant que ça y est, c'est la fin du conflit pour eux. Or, pas du tout. On se rend compte que le corps des gardiens de la révolution islamique d'Iran est plus que jamais déterminé à en découdre avec ces cellules d'espionnage du Mossad en Irak, à ses frontières du coup. Ça fait bien entendu écho, et c'est une réponse aux multiples agressions sionistes contre la Syrie, et notamment quelques jours avant, on avait eu des commandants des gardiens iraniens qui étaient décédés en Syrie suite à un bombardement israélien. Donc on est bien dans une logique de résistance, hein. Il ne s'agit pas d'une attaque ou d'une agression plutôt, mais clairement, je pense que là, on est face à une grosse surprise, c'est-à-dire que là où les Américains s'attendaient peut-être à une accalmie en Irak et où ils pourraient du coup laisser leurs troupes tranquillement, voilà, il va falloir qu'ils revoient leurs calculs. C'est-à-dire que l'augmentation du conflit en Russie ne signifie pas une baisse en Irak et en Syrie. Au contraire, ça signifie que les Iraniens et tout cet axe de la résistance sont prêts à augmenter d'un cran aussi s'il faut en découdre vers quelque chose qui se rapprocherait d'une bataille finale sur cette région aussi. Donc ça, c'est une donnée assez intéressante à prendre en compte. Aïssa, merci beaucoup pour cet entretien. Et merci à vous pour l'invitation. En Syrie et en Ukraine, s'allient actuellement des nazis, des takfiristes, des antifas et des LGBTistes, et que finalement, c'est peut-être ça, le vivre ensemble.